On va trouver des grands space opéras dans les années 40-50. Dans les années 60, on va commencer à avoir un peu un retour de flamme et un intérêt qui va se porter plus vers un retour à la Terre. Donc ça, on va avoir ça aux États-Unis avec une nouvelle vague d'auteurs qui va se vouloir plus littéraire, plus adulte. Et en France, ça va plus passer par une science-fiction plus politique, en fait. Et donc avec aussi un retour à la Terre, vers des préoccupations écologiques sur le nucléaire, mais qui va nous ramener vers une anticipation plus proche. La science-fiction française, jusqu'au milieu des années 60, était assez classique dans sa facture, en tout cas. Il n'y avait pas de choses extraordinaires. Et je crois que c'est mai 68 qui a aussi entraîné une sorte de libération même des écritures, quoi. Dans les années 70, déjà, euh, d'abord, il y avait assez peu d'auteurs français. Une bonne partie était quand même influencée par les auteurs américains. Ouais, on pourrait le penser, parce que c'est vrai que dans ces années-là, d'abord, il y avait beaucoup de textes qui étaient assez délirants ou politiques, enfin, qui avaient comme je disais, qui se rapprochaient davantage de la nouvelle vague anglaise. Hein. Il y a eu la nouvelle vague anglaise, ouais. Et je trouve que mais c'est une écriture totalement différente. Tout le monde de New Worlds, les trucs de Moorcock, Ballard, c'était une claque par rapport à la science-fiction classique. Il y a vraiment eu un basculement dans le monde de la science-fiction. Et de nouveaux auteurs sont apparus aussi sur le terrain français. Je l'ai accueilli quand même avec un certain scepticisme, mais surtout vis-à-vis des auteurs français qui ont essayé faussement de faire de la nouvelle vague à l'anglaise en écrivant des textes totalement abscons et illisibles. Je ne vais pas citer de nom, d'ailleurs je les ai oubliés bien naturellement. Et j'ai pas été très école New Wave, moi. C'est vrai que j'étais très attaché au récit. Je me considère comme vraiment un créateur d'histoire, un raconteur d'histoire. Et les nouvelles qui s'évadaient trop dans le style, en oubliant un peu le fond et une certaine forme, une certaine structure de récit, ça me passionnait moins. Quand je suis venu en France pour la première fois en tant qu'écrivain, dans les années 70, beaucoup d'auteurs français écrivaient sous des pseudonymes américains. Ils écrivaient des romans qu'on pourrait appeler des romans d'aventure en général. Et je pense que c'était une erreur de leur part, parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était imiter une autre langue. Depuis, ça a changé. Il y a maintenant une vraie touche française. Et il y a vraiment de très bons écrivains français. En fait, les auteurs américains ne connaissaient rien à la littérature française de science-fiction. Pour la bonne raison qu'elle n'était quasiment pas traduite. Et ils avaient tellement d'auteurs doués et que finalement, ils n'avaient aucun intérêt. Et ils étaient aussi à l'époque, de toute manière, je pense que c'est d'ailleurs peut-être toujours le cas aujourd'hui, assez renfermés sur la langue anglaise. Hein. Donc les auteurs français n'avaient quasiment aucune chance là-bas. Alors, les Américains, les Anglais aussi, mais surtout les Américains, en tout cas dans les années 70, n'avaient pratiquement aucune culture. Enfin, je me limite au domaine de la science-fiction parce que je pense que c'était à peu près partout pareil, n'avaient pratiquement aucune culture dans la traduction. C'est-à-dire que le nombre de textes traduits du français en anglais était vraiment infime. Il n'y avait pas de budget prévu pour la traduction. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, le budget du traducteur était pris sur celui de l'auteur, quoi, sur les droits d'auteur. Donc c'était vraiment... il y a eu quelques auteurs traduits, Gérard Klein, Daniel Walter, mais c'était vraiment très rare. Alors la littérature française s'exporte peu. Elle s'exporte. Les grands noms, en effet, je parle de la science-fiction là, les grands noms sont traduits. Alors, j'ai pas de chiffres, mais je pense pas qu'il y ait énormément d'auteurs qui soient traduits dans des langues étrangères. C'est quand même une minorité. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les auteurs, au départ, vont publier chez une maison d'édition. Parfois, ils vont être pris en poche. Alors, je n'ai pas les pourcentages, mais c'est peut-être 5 à 10% plutôt 5% des livres qui vont être pris en poche. Et parmi ces livres en poche qui vont très bien marcher, il y en a certains qui vont être ensuite traduits. Donc, c'est forcément une minorité qui est quand même très limitée, à mon avis. La science-fiction a longtemps été un gros ghetto, mais un ghetto.
un ghetto où on était libre, où on découvrait des œuvres magnifiques, mais c'est plus tard, grâce aux collections de poche, entre autres après 68, je pense à des gens comme Jacques Sadoul, comme Jacques Guamard, tous ceux qui ont créé ces collections de poche, qui ont permis, je dirais, à un nouveau public de découvrir ces littératures. Et puis, les gens qui avaient aimé le jazz, Boris Vian, tout cela, ont fini par être écoutés quand on a découvert, 30 ou 40 ans après, qu'ils étaient des amateurs de science-fiction, de jazz et de polar. Assis sur un rocher dur et humide, il contemplait les monstrueuses structures qui se découpaient à contre-jour sur le couchant. Il recevait en pleine face un vent qui lui piquait les yeux et l'obligeait parfois à assurer son équilibre. Rien de tout cela ne pouvait être vrai, et pourtant, cela était. Ou bien il voguait, immobile, dans un cauchemar. Le cauchemar de qui ? Le sien, celui d'un homme qui s'appelait Matt Wood et devait dormir quelque part dans un endroit à la mesure de l'humain. Rien, ici, ne rappelait quoi que ce fût. Rappeler, qu'était-ce que ce souvenir ? Jacques Sadoul est un personnage important dans la science-fiction française parce que c'est le premier qui s'est posé la question de la possibilité de faire une histoire de la science-fiction. Et visiblement, personne ne l'avait fait, ni les Américains, ni les Anglo-Saxons. Donc Jacques Sadoul est le premier à s'être penché sur faire une réelle historique de la science-fiction. Alors maintenant, c'est une petite rareté. C'était paru aux éditions J'ai lu. Il a fait une histoire de la science-fiction française et une histoire de la science-fiction anglo-saxonne qui, globalement, font son histoire de la science-fiction, qui part des prémices de la SF avec des auteurs comme Poe ou des auteurs de feuilletons français et qui court jusqu'aux années 70 à peu près. Les choses redémarrent donc en partie d'ailleurs déclenchées par l'apparition d'Ailleurs et Demain chez Robert Laffont dans les années 70. En 1971, s'appuyant sur le succès des premiers titres d'Ailleurs et Demain, Jacques Sadoul persuade J'ai lu de sortir une série de science-fiction. Quelques années plus tard, en 77, je crois, c'est Pocket qui va confier à Jacques Guamard une série de science-fiction. Durant ces années 70, va paraître également la grande anthologie de la science-fiction, et qui va être au livre de poche, qui va avoir un succès extraordinaire. On a offert à un lectorat qui probablement était là, quelque chose qui ne lui était pas proposé auparavant. Ça a certainement changé le regard sur la science-fiction. D'un côté, Ailleurs et Demain, grand format, avec une couverture aluminium qui était très spectaculaire, très haut de gamme, de l'autre très bonne qualité aussi, mais plus populaire, donc la grande anthologie, puis les livres, les classiques que reprend Jacques Sadoul chez J'ai lu. Tout ça constitue une offre considérable, au point qu'on pense à l'époque, et d'ailleurs à l'époque ce n'est pas entièrement faux, que la science-fiction va remplacer le roman policier. Mais oui, je lisais tout ça, et puis les collections se sont rapidement multipliées. Je crois que au milieu des années 70, c'est Pierre Versin qui avait fait le compte. Il y avait 37 collections de science-fiction, des plus prestigieuses comme Présence du futur ou Ailleurs et Demain chez Laffont, dirigé par Gérard Klein. À un moment donné, il y avait 50 collections dans les années 80, fin 70-80, et là, il y en avait trop. Et puis après, il y a aussi la politisation de la science-fiction qui a fait que les choses ont basculé. Ce qui se passe dans les années 70, c'est qu'on arrive à un moment où le milieu de la science-fiction française a bataillé énormément depuis de longues années pour faire reconnaître la science-fiction comme un genre avec une véritable légitimité intellectuelle. En disant, en gros, c'est sérieux, ça parle de vrais problèmes, c'est de la prospective, ça nous annonce le monde de demain, ça nous alerte sur des enjeux écologiques, sociaux, etc. Et ce faisant, en effet, elle est devenue très politique, surtout très militante. Et je pense que, évidemment, c'est loin d'être un défaut, enfin en tout cas à mon avis, mais je pense que ça a eu un dégât du point de vue commercial vis-à-vis du grand public. Alors, la science-fiction française au début des années 70, il y a déjà quelques maîtres
Gilles Dargir, alias Gérard Klein, Michel Demuth, qui finira jamais ses Galaxiales, Curval, qui est déjà là, qui fait des bouquins impressionnants, Stéphane Vull, extraordinaire, qui est au Fleuve Noir. Mais quand arrive 67-68, mais on va traverser une science-fiction française mais catastrophique. Les années 70 ont été très particulières. Bon, c'était évidemment la suite de mai 68. La science-fiction française voulait délivrer un message, qui était un message de gauche, que personnellement j'ai d'ailleurs trouvé extrêmement ennuyeux. Donc si vous voulez, je ne pense pas que le rôle des écrivains de science-fiction, c'est de faire de la futurologie, mais c'est quand même pas mal, à partir du moment où on s'informe sur l'évolution du monde, de se rendre compte que des tas de choses vont arriver et qu'elles sont décelables dans des revues scientifiques ou dans des petits détails, des faits divers, de voir comment l'évolution technologique va complètement bouleverser le monde. Eh ben, on est dans un monde où l'impact technologique n'a jamais été aussi fort. On est, voilà, moi j'appelle ça la grande sphère anthropotechnique très forte, le technococon dans lequel on est tissé. Et à l'intérieur de ça, tous les enjeux qu'on affronte sont des enjeux qui relèvent de la SF, parce que la SF, pour moi, c'est quoi ? C'est la façon dont un paradigme technologique vient impacter une société et dont l'homme se réinvente par l'utilisation et la pratique et la confrontation avec cette technologie. Voilà, c'est... Donc, puisqu'on est dans ce monde-là, oui, on est au cœur des enjeux, quoi. Voilà, de fait, on est au cœur des enjeux, qu'on le veuille ou non. Un auteur de SF qui se prétend pas avoir une responsabilité politique aujourd'hui, moi, je peux pas le comprendre, parce que, de fait, on est au cœur des enjeux, quoi. La science-fiction française, notamment, c'était une... et ça l'est toujours à 80%, même si nous avons nos propres libéraux à l'intérieur du genre, et c'est tant mieux, il faut une pluralité des voix. C'était une littérature politique de gauche et profondément jaillie de 68, pour certains. Je dirais qu'à l'époque, dans les années 70, il y avait effectivement une spécificité de la science-fiction française. Il y avait même des querelles de clochers qui n'avaient pas lieu d'être, mais qui existaient quand même. Et je dirais que la SF française, et européenne en général d'ailleurs, anglo-saxonne en particulier, était beaucoup plus spéculative, on va dire, que la SF américaine qui restait dans des schémas assez traditionnels, hérités des années 50, quoi, de l'âge d'or de la SF. En France, dans les années 70, on expérimentait. On cherchait, on essayait de mêler SF, nouveaux romans, nouvelle littérature. Ça servait un peu aussi de brûlot contestataire quelque part. Il y a eu toute une branche, tout un secteur de la SF des années 70 qui était clairement hérité de mai 68, quoi. C'est vrai que les événements de mai 68 et puis ce qui a suivi ont beaucoup inspiré les auteurs, disons en gros, qui ont émergé dans les années 70. Là, il y a eu, la science-fiction était quand même assez politique, ce que d'autres nous ont reproché. Je dis nous parce que c'est vrai que j'en faisais partie. D'autres trouvaient qu'on faisait des romans tracts, quoi, ce qui était un peu exagéré quand même. Je trouve que la science-fiction française des années 70, ce qu'on appelait la nouvelle science-fiction politique, elle partait d'un vrai présupposé intéressant, qui était de dire on n'a pas assez parlé des vrais sujets de société, etc. Ils n'avaient pas tort. Ça a produit quelques bons textes, mais beaucoup de très mauvais. C'est-à-dire que les auteurs, à force de vouloir faire passer des idées, ont oublié de raconter des histoires. Or, quand on lit, c'est avant tout pour raconter des histoires, comme je dis. Si j'ouvre un roman, c'est pour qu'on me raconte une histoire. Si je veux parler de politique, je vais distribuer un tract sur mon marché. C'est pas le même sujet, c'est pas le même travail, et c'est pas la même chose. Ce qui se produit en littérature de SF est toujours, je crois, est toujours marginal en fait. Dans le monde anglo-saxon moins, mais en littérature française, c'est vraiment, ça a toujours été une littérature marginale et de la marge. Donc il y a des époques où être marginal c'est cool, les années 70, la contre-culture, et donc il y a eu une espèce de boom économique autour de la SF française, parce que en réalité c'était intéressant d'être marginal, et puis ensuite après, voilà, c'est le backlash, et être marginal c'est continuer à être marginal. Et c'est sans doute tant mieux. Et puis il y a aussi le fait que la communauté SF française a toujours été quand même très à gauche, voilà, voire très à gauche de l'extrême gauche. Alors moi, il me semble que le côté militant a beaucoup, a vraiment imprimé sa marque
à partir des années 70 sur ce qui pouvait être produit dans la science-fiction française. Et puis, je suis d'accord avec quelque chose qu'écrit Gérard Klein. Quand il écrit quelque part, la science-fiction française, on n'arrivera jamais à être aussi passionnant, je ne suis pas forcément d'accord avec la première partie de la phrase, aussi passionnant que les Américains, parce que quand on fait décoller une fusée, nos auteurs n'arrivent pas à se contenter de faire décoller une fusée. Il faut tout de suite qu'ils trouvent un symbole phallique quelque part. Alors que nos collègues américains, un auteur américain, il va être capable de rendre ça passionnant en tant que décollage de fusée. Et la science-fiction que faisait Pierre Pelot ou Andrevon dans les années 70-80, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et ça me parlait, parce qu'il y avait le message écologie, il y avait un message social, mais toujours avec un côté solidarité, qu'on ne trouvait pas chez les Américains à la même époque. Le côté social et humain, on ne le trouvait pas chez les Américains. La science-fiction anglo-saxonne, elle était un peu du côté de la fantaisie et elle était très critique, elle était très dans l'anticipation, elle essayait d'aller dans des mondes futurs et elle essayait d'exacerber les situations actuelles jusqu'à des limites insupportables. Mais c'est pas très politique, c'est simplement une remise en scène de mouvements humains dans d'autres lieux, et en particulier des lieux limites. Alors qu'en France, il y a toujours une idée de la mise en scène du collectif et du social. L'arme absolue, c'était l'urne électronique. C'étaient les implants de sondage que des armées de mercenaires sondeurs à la solde des principaux instituts d'information utilisaient pour mitrailler les électeurs, sans douleur, en secret. Les armes, c'était l'intox et la propague effrénée, et les impacts éclatants dans la tête des gens pour les transformer en victimes vivantes. Fini les cadavres sur les champs de bataille, qui ignoraient tout de leur état, s'imaginaient toujours conscients, responsables, utiles, efficaces, et qui votaient. Tout est politique, hein, je veux dire, la façon de s'habiller, là, tout est politique en fait. Et la science-fiction, forcément, dès l'instant où elle envisage un monde dans sa globalité, ce que ne fait pas la littérature blanche, où on peut raconter l'histoire d'un couple dans une chambre, dès l'instant où on essayait de construire un monde qui soit terrestre ou qui soit sur une autre planète, qui soit à 10 ans dans le futur ou à 500 ans dans le futur, forcément, ce monde, il est régi par des forces, quoi, par des structures qui sont libérales, qui sont capitalistes, qui sont colonialistes. Donc, forcément, on doit faire de la politique. Et même si on n'a pas l'impression d'en faire, on en fait quand même. Tout est politique. Toute la littérature est politique. Même si on n'en a pas conscience, les politiques sont conformistes. Il y a des politiques de libéralisme, des politiques de radicalité. Et je pense qu'il y a une tradition de l'écriture radicale en France. Oui, forcément, tout est politique et la science-fiction l'est terriblement. C'est quand même le genre qui parle de l'utopie et de la dystopie. Si ça, c'est pas politique, je ne sais pas ce qu'il est. Là, on discute de l'État, de comment il pourrait être ou comment il ne devrait pas être. La science-fiction française, par exemple, à la fin des années 70, début 80, il y a tout un pan des auteurs qui sont très politisés, très à l'extrême gauche, et qui vont éditer des revues et des romans chez Kesselring, par exemple, donc qui vont faire une SF qui est très ancrée dans le politique, une collection qui s'appelait Ici et Maintenant, en réponse à Ailleurs et Demain, parce que la science-fiction devait parler d'ici et de maintenant, et de pas s'intéresser à ce qui se passait plus tard ailleurs, on s'en foutait. On est dans le pédagogique gauchiste, qui n'a pas forcément bien lu ni Marx ni Hegel, et qui en gros parle de problèmes contractuels immédiats qui n'ont aucun intérêt, dans le sens qu'il n'arrive pas à véhiculer un message et une histoire. Soit il y a le message et c'est un tract, soit c'est de la science-fiction et on reproche au type d'être trop loin du réel. Évidemment qu'en science-fiction, le réel, c'est quelque chose qu'on attrape en biais, mais qui n'est pas le centre de l'histoire. Le centre de l'histoire, c'est le personnage, ce qui lui arrive, et si ça se passe dans 200 millions d'années, on ne peut pas dedans, sauf collage, dire que les flics sont des cochons.
Moi, j'aime beaucoup citer le préambule de la revue Alerte, paru chez Kesselring en 1977, ouvrez les guillemets, la science-fiction française ne sera pas une succursale de l'OTAN, fermez les guillemets. C'est plus militant, on ne peut pas faire. Mais de fait, ça se repère aussi dans des histoires qui sont peut-être plus proches de la société telle qu'elle était à ce moment-là et qui portent un discours dessus. On avait une vague de gauche en France et beaucoup d'auteurs américains étaient considérés comme réactionnaires. Et c'est vrai que même dans les tribunes des journaux français, les gens s'entre-déchiraient. Et il y avait aussi des auteurs français qui, eux, défendaient une science-fiction de droite, puisqu'à l'époque, on en était là. On disait science-fiction de gauche, science-fiction de droite. Francis Carzac est un auteur de droite, Jean-Pierre Entrevaux est un auteur de gauche. Et ça a un peu disparu maintenant. Mais il y avait aussi beaucoup de naïveté dans cette espèce de manichéisme politique, quoi. Il y avait vraiment deux camps quand même dans la science-fiction. Il y avait la nouvelle génération qui était très marquée à gauche quand même si ça paraissait pas forcément de manière très visible dans le récit. Et puis il y avait en gros l'école des fleuves noirs, c'était les vieux, c'était Maurice Lima, c'était Richard Bessières, c'était Jimmy Gueux qui était très marqué à droite, quoi, ou même s'il ne le disait pas. Il y avait vraiment, on voyait ça dans les réunions, dans les salons, dans les conventions, il y avait vraiment de groupes. Moi j'ai reçu vraiment des lettres d'insultes, pas piquées des vers, de Richard Bessières par exemple. Après, on s'est rencontrés, on est devenus très copains, mais il y avait cet aspect-là un peu paranoïaque qui venait de 68 avec ses excès, moi je pense excès dans le bon sens du terme, quoi, avec plus de hiérarchie, et voilà, on pendra tous les curés avec les boyaux des derniers capitalistes. Et ça, il y a une partie, effectivement, mais c'était surtout entre auteurs, je pense, c'était pas tellement des lecteurs vis-à-vis des auteurs, enfin je crois pas, non, c'était... La littérature a peu d'importance quand même. Je comprends pas les préfaces des années 70 en France, je les comprends historiquement. La SF marginalisée, etc., donc on essaie de la mettre en avant en convoquant essentiellement de la science, de l'économie, de la technologie. Je comprends tout ça, mais on n'a rien dit sur le texte. Pourquoi on est toujours en train de parler de prospective, d'anticipation? Ah, il a vu ça, on s'en fout, on lit pas un texte pour ça. Il y a quelque chose qui est émotionnel avant tout. Et la science-fiction a été réduite, et je pense que les gens qui en faisaient partie dans les années 70, ils sont pas pour rien, a été vue comme une littérature intello pour scientifiques ratés. Mais en même temps, je pense que c'est le rôle de l'ASF. L'ASF, c'est pas un discours en soi, c'est juste une méthode. C'est-à-dire qu'on utilise l'ASF, quand on utilise un autre support pour décrire la société, ou simplement raconter une aventure. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait une époque qui peut se permettre de ne pas se questionner. Après, ce n'est pas que la littérature de l'imaginaire qui questionne l'époque. Par exemple, au Moyen-Âge, il y avait les allégories. Les allégories proposaient une fable, une sorte de systématisme, de modélisation de la société. La littérature, c'est une façon de modéliser l'existant et de créer une nouvelle combinaison avec l'existant. C'est quelque chose qui, pour moi, est toujours nécessaire. Ça permet à chaque personne de se rendre compte du monde dans lequel elle vit et de l'envisager comme différent. L'avantage de la SF, c'est de pouvoir prendre ce qu'on a aujourd'hui et aller jusqu'au bout des choses et décrire des sociétés ou des univers en les poussant à l'extrême. C'est-à-dire une façon de décrire le monde tel qu'il est, de pousser le potard suffisamment loin pour voir jusqu'où ça craque ou jusqu'où ça passe. Et encore une fois, chacun exploitait les faits sociétaux de la manière qu'il voulait. Comme moi, j'ai sans doute été plus directement politique. Un auteur comme Daniel Walter, qu'on a un petit peu oublié, c'est dommage, lui c'était très sexe, quoi. Il y avait des torrents de sexe dans toutes ses nouvelles et ses romans. C'est dans le courant des années 70 que j'ai arrêté de lire de la science-fiction française parce que je la trouvais, les bouquins me tombaient des mains. Et curieusement, je résiste pas au fait d'être un peu provocateur. Qu'est-ce qui continue à se vendre très bien en France? C'était la collection Anticipation du Fleuve Noir.
Dans les années 70, c'était 60 000, 70 000 exemplaires par titre. C'est-à-dire que un seul exemplaire de Bruce, de Bessières ou de Gueux, tous auteurs réac, bien entendu, se vendaient plus que tous les auteurs de gauche réunis sur toute la décennie. Les considérations politiques avaient pris le pas sur le sense of wonder, sur les histoires. Mais je pense que le principe numéro 1, c'est le sense of wonder, c'est raconter une histoire, c'est projeter le lecteur dans un merveilleux, extraordinaire voyage. On était déjà dans le désenchantement. Les années 70 en France sont des années désenchantées. C'est des années où il n'est plus question de planètes extérieures, il n'est pas question d'aller trop loin, il s'agit juste d'aller dans d'autres sociétés. Et ça, c'est quand même très désenchanté. Mais il faut dire aussi que la culture française balançait entre la droite et la gauche, le communisme et le gaullisme ou le post-gaullisme. Et c'est vrai qu'autour de ça, les versions écologiques, les versions communautaristes, les versions communistes, c'était pas émerveillant, hein. Ce n'est pas tellement que la science-fiction politisée perdrait son sense of wonder, c'est qu'elle essaierait d'aller contre le sense of horror. Une belle journée d'été, lumineuse et chaude. Je me suis assis pour faire la pause, adossé à une bagnole qui se désagrégeait sur la bande d'arrêt. La rouille mâchait la carrosserie, la transformant en dentelle de métal. Un squelette tassé étreignait le volant à plein bras, comme s'il se cramponnait à une bouée de sauvetage. Ses longues dents jaunes me souriaient. Ils ne me gênaient pas. Rien de plus paisible que les morts. Les casse-bonbons, c'est les vivants. J'ai mangé le reste de ma couleuvre, un petit reste, et j'ai vidé ma dernière gourde. Et voilà, reparti mon kiki. Avant le soir, il me faudrait trouver de l'eau et de la nourriture. Pas si simple, ça ne l'est jamais. Ceci dit, cette science-fiction politique, elle était à son apogée sous la droite, au même titre que le néopolar français. En tout cas, cette science-fiction de contestation écologique, les risques du nucléaire, les dérives sociétales, l'avilissement par le travail, toutes les thématiques anarchistes et de gauche ont eu leur apogée jusqu'en 1981. Et ça s'est plus ou moins éteint avec la confrontation du réel, la gauche au pouvoir. Mais c'est aussi le fait que la science-fiction a commencé à péricliter dans les années 80, ce qui n'avait aucun rapport, à mon avis, quand même. Il ne faut pas exagérer avec l'élection de Mitterrand. C'était plutôt quelque chose d'un désintérêt des lecteurs, je ne sais pas. Économiquement aussi, parce que la multiplication des collections qui est arrivée à son summum vers la fin des années 70 fait que chaque lecteur achetait moins de bouquins dans telle ou telle collection. Donc ça... Tout ont périclité ensemble parce que les lecteurs ne se multipliaient pas comme les collections se multipliaient. Et dans les années 70, il y a une sorte de contre-coup. À mon avis, d'une part, le fait que le public trouve que en fait, ce militantisme et ce côté qui est moins... il y a moins d'émerveillement et beaucoup plus d'inquiétude et d'angoisse dans la science-fiction. La science-fiction est le reflet, comme toute œuvre, est le reflet de son époque. Et du coup, c'est plus le même plaisir de lecture. Et ce qui est concomitant, c'est en fait le développement et l'explosion de la fantasy. Et je crois que un événement saillant, évidemment, c'est Star Wars. Star Wars, ça sort en 77. Et c'est le moment où cette SF française qui, très légitimement, avait défendu la SF comme un truc sérieux qui posait des vraies questions et des vrais problèmes concrets, voit arriver Star Wars, et Star Wars, évidemment, en fait, c'est de la fantasy. C'est une histoire de gamin qui va devenir un chevalier avec une épée magique, etc. Et ça correspond pas du tout au discours que la SF française a eu et a voulu promouvoir. Moi, quand j'ai été invité à la première projection privée,
je suis sorti de là catastrophé, parce que tout ce que nous avions fait comme effort, et moi en particulier, pour défendre une science-fiction de qualité, était démoli par cette fantaisie habillée de défroques de science-fiction. Donc là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'extrêmement dangereux qui se passait. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. 20th Century Fox présente le film le plus extraordinaire de tous les temps, La Guerre des Étoiles. Attention, la fête va commencer. Je l'ai eu! Jamais aucune légende n'avait été aussi palpitante que cette épopée du futur. Les voilà, ils arrivent! Que la force soit avec vous dans La Guerre des Étoiles. Star Wars a eu un impact assez énorme à l'époque où c'est sorti en 77. Pour les gens de ma génération, on a découvert la science-fiction avec les premiers Star Wars. Et à l'époque, je pense que commercialement, oui, ça a forcément eu un buzz. Est-ce que concrètement les ventes ont suivi? Je sais pas, mais il y a eu de nouvelles collections qui ont été lancées à l'époque pour essayer de profiter de cet engouement. C'est évident. Et moi, je l'ai pris en pleine tête parce que j'étais habitué à lire surtout de la SF. Et là, j'avais l'impression, pour moi, c'était l'anthologie de la science-fiction. Tout ce que j'avais pu lire dans les romans, je le voyais. Enfin, c'était magique et enfin, je l'ai vu 7 fois de suite, quoi. C'est Star Wars qui m'a donné envie de me lancer dans les effets spéciaux avec des personnages fantastiques comme Yoda et tous ces monstres typiques à l'univers Star Wars. Je pense que Star Wars a ouvert la voie quand même au genre. Et c'est pas que ça a permis de rendre le genre noble, parce que c'est vrai que Star Wars a touché aussi un gros public adolescent, mais ça a peut-être ouvert pour cette génération d'adolescents un amour de la SF et une envie aussi d'en lire. Donc pour le phénomène Star Wars, l'avantage c'est qu'il a été très très populaire. Aujourd'hui, je fais un jeu de rôle, je parle de Star Wars, je n'ai même pas besoin de présenter le jeu. Qu'est-ce qui fait que Star Wars remporte une adhésion gigantesque? C'est au-delà des stratégies marketing. Mais c'est parce que tout le monde a envie de vivre cette quête épique. Les plus beaux films que tu as vus dans ta vie, c'est ceux qui t'ont fait pleurer. C'est pas ceux qui te parlent du futur. Alors c'est vrai que Star Wars, c'est une source d'influence pour beaucoup d'auteurs et pour beaucoup de personnes qui sont liées à la science-fiction. Alors c'est pas mon cas, je me prends en général une volée de bois vert quand je dis ça. Moi, Star Wars, c'est pas un film qui m'a marqué, c'est pas un film qui m'a influencé, c'est même pas un film que j'ai aimé. Alors, je comprends que ça ait pu être un choc parce qu'à l'époque où c'est sorti, c'était une révolution. Il y avait rien qui ressemblait à Star Wars à l'époque. Il y avait énormément de nouveautés, aussi bien sur la forme que sur le fond. Mais à titre personnel, c'est pas c'est pas un film dans lequel je me reconnais. Quand j'ai vu Star Wars pour la première fois quand il est sorti, j'avais 14 ans et j'ai pas eu de choc immédiat. C'est vrai que c'est du space opera de base et quelque part il faut pas bouder le plaisir, mais je m'attendais probablement à avoir quelque chose de plus fort et c'est vrai que pour moi un film de science-fiction de très grand budget devait quand même avoir un minimum de propos. Alors évidemment parce qu'il y avait eu 2001, mais même avec des films disons plus série B comme L'homme qui rétrécit, on a aussi quand même un propos et pourtant bon, ça reste que de la série B qui n'a pas eu l'impact de 2001. Star Wars, c'est pas, encore que ça puisse beaucoup se discuter, ça n'est pas à la base une œuvre protestataire, on peut pas dire. On est dans une vision du monde très américaine déjà pour commencer. On est dans le voyage du héros, on est dans toute une mythologie qui nous ramène au roi Arthur presque directement. Malgré tout, le fait de présenter aux gens des univers vers lesquels s'échapper, en soi, c'est un acte protestataire, de mon point de vue. Non mais Star Wars, pour moi c'est une supercherie mondiale, quoi, vraiment, quoi. C'est-à-dire que moi je continue à être épaté par l'espèce de mythologie qu'on essaye de faire mousser et bouillonner dans Star Wars, qui est un univers extrêmement pauvre en réalité, quoi. Tu vois, c'est très pauvre conceptuellement, c'est très pauvre dans l'approche de la SF au sens où, bon voilà, c'est du planète opéra, mais quand je vois qu'à l'épisode 8 ou 9, je sais plus où on en est, les gens ils continuent à, tu vois, à fantasmer, mais franchement...
Il y a peut-être 2 épisodes de Star Wars qui sont corrects, le reste est juste insupportable, quoi. Et juste d'une pauvreté abyssale, quoi, tu vois, mais vraiment, quoi. Une pauvreté de dialogue, pauvreté de construction narrative, ça tient pas debout, c'est terrifiant, hein, même, tu te demandes comment ça peut être fait, enfin. Star Wars a été le commencement de la fin des bons films de fantasy. Parce que Star Wars a rapporté tellement d'argent, était tellement populaire, et les jouets se vendaient par milliards, que Lucas est devenu milliardaire. Tout ça pour un film. Il l'a fait en faisant un film avec des robots. C'était ridicule. Hollywood a vu ça, et ils ont voulu se faire du fric. Pour moi, la bascule, ça a été Star Wars, où tout d'un coup, la SF est devenue grand public. Ou du moins une certaine forme de SF, ultra classique. Star Wars, concrètement, c'était ce qui s'écrivait en SF dans les années 30-40. Star Wars, il va puiser aux sources du space opéra, qui est le space opéra des pulps, c'est-à-dire des personnes avec des pouvoirs extraordinaires, des histoires de chevalerie, puisque c'était une partie de cette production, c'était des chansons de gestes transposées dans l'espace, etc. Et c'est pas un hasard si dans Star Wars il y a des princesses, des chevaliers, des épées laser. Une épée laser, c'est une épée quand même. Donc c'est manié par des chevaliers. Donc on est vraiment dans une structuration plutôt de fantaisie et de mythologie. On peut se demander si c'est vraiment de la science-fiction, et un scientifique peut se poser cette question-là, au sens où, oui, bon, il y a des sabres laser, mais en fin de compte, ce qui compte, c'est l'épopée et le mythe qu'il y a derrière. Mais d'un autre point de vue, on peut aussi se dire que toute œuvre de science-fiction a trait avec le mythe et le fait d'aller voir dans des archétypes de l'humanité et des choses comme ça. Le truc avec Star Wars, c'est que c'est hyper visible. C'est de la science-fiction, mais tout le récit est en fait un récit de quête initiatique d'un chevalier qui part dans un autre monde. Simplement là, c'est pris de façon littérale. Alors tout le packaging est science-fictionnesque, mais l'histoire, c'est une histoire moyenâgeuse. Le fait est, c'est que le grand public qui voulait continuer à avoir de l'émerveillement et du fun, est allé plutôt vers Star Wars et donc vers la fantasy, et s'est détourné d'une SF française qui avait semblé sclérosée, encroûtée dans un propos militantiste qui était devenu un peu chiant, ou alors que les lecteurs à ce moment-là, tout simplement, dans lequel ils n'avaient plus envie d'embarquer.